plateforme as a service, qui est la couche qui vient après l'infra, c'est-à-dire que l'utilisateur peut avoir accès à des services sans toutefois toucher ou bien avoir besoin de lui-même configurer l'infrastructure. Voilà. Ensuite, on a le troisième niveau qui est la partie software. Et également, l'utilisateur a accès à des services, mais cette fois, il ne fait rien comme configuration. Ce sont des services qui sont tout prêts à utilisation. Voilà. Donc, lui, il s'abonne et il utilise ces services-là. Donc, ici, c'est au deuxième niveau que nous allons discuter aujourd'hui concernant le pass. Voilà. Donc, le pass ici, c'est Platform as a Service. Alors, qui peut nous dire un peu ce qui c'est du niveau pass avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet? Pass. Je vous écoute, hein? Pass. Alors, Ange. Ange, ou bien Jean-Martial, ce que c'est que le pass? Allô? Oui, Essayer, je vais essayer. ok. Donc, le PaaS déjà signifie Platform as a Service, Mhm. qui est impliqué dans, je dirais, plusieurs aspects sur la plateforme Azure. Déjà, il permet de gérer les app services de Azure. Il permet de déployer les applications web, les API REST, Mhm. et puis également, euh, c'est lui qui est derrière tout ce qui est GitHub. Et Mhm. puis, euh, tout ce qui est, tout ce qu'on parle d'automatisation, on parle d'Azure DevOps. Mhm. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, en fait. Mhm. Donc, tout ce qui est app service, DevOps, comment on peut ça, déploiement automatisé. Donc, du coup, on fait allusion au pass. Voilà, donc en fait, le pass, c'est le niveau d'Azure qui offre des services pour lesquels l'automatisation est presque à 100%. Voilà. Donc, si vous partez dans Azure et que vous agissez seulement dans l'infra, il y a des choses que vous pouvez automatiser, mais pas beaucoup. Alors que dans le pass, c'est fait de telle sorte que presque tous les services que vous allez utiliser soient automatisables. C'est un peu ça son avantage. Donc, dans ce cadre-là, nous allons voir ce que c'est que le App Service Plan, ou bien si vous voulez, en français, c'est Plan Azure App Service, et puis comment configurer des services Azure App, donc si vous voulez, App Service. Alors, quand on parle de App Service, c'est tout ce qui est application web, hein, parce que dans Azure, il n'y a pas d'application exécutable où on doit cliquer installer, non. C'est quasiment des applications web. Voilà. Si vous devez avoir une application exécutable, vous devez vous-même créer une VM et puis sur cette VM-là, vous installez l'application. Mais tout ce qui est application qu'on peut provisionner rapidement et puis mettre en ligne pour être accessible, ce sont des applications web. Donc, les app service plans, les app services, et nous allons voir en troisième position l'utilisation des conteneurs. Alors, on a, je peux dire deux éléments concernant les conteneurs. On a Docker, qui est à la base, je peux dire basique, standard, et on a hmm, un service Azure qui permet de gérer des conteneurs. Et puis, on a aussi un autre outil, hein, qui est un outil open source, mais qui est encore plus performant qu'on appelle Kubernetes. Voilà, peut-être que je pouvais vous en parler, enfin, je vais vous en parler un peu, puisque ça a été retiré du coup, mais c'est l'un des éléments les plus performants hein, en termes d'utilisation de conteneurs. Et vous aurez pour ce module-là 3 labs. Voilà. Donc, ceux qui ne font pas les labs, là, c'est en train de s'accumuler.
Alors, une app service plan, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous disais que dans le niveau pass, on a la possibilité de pouvoir automatiser presque la quasi-totalité de tout ce que nous faisons. Donc, les app service plans vont servir, hein, à mettre en place ou bien à provisionner des applications aussi rapidement que possible, hein, sans que vous ayez à créer un réseau, à créer un subnet, à créer une VM, à installer quoi que ce soit sur la VM. Alors, les App Service Plans vont vous permettre de demander à Azure de mettre en place, si vous voulez, pour les programmeurs, on appelle ça peut-être un runtime, c'est-à-dire qu'un environnement où notre application web va s'exécuter. Voilà. C'est comme par exemple, on vous dit par exemple, il y a des, comment on appelle ça, des agences immobilières qui disent chez nous, quand vous venez avec votre valise seulement. Tout est déjà prêt dans la maison. C'est un peu ça que ça ressemble. Donc, les app service plans vont préparer l'environnement, hein, bien sûr, sur la base de ce que vous aurez indiqué. Et quand vous envoyez votre application, vous déposez seulement l'application et puis paf, c'est fini. Voilà. Donc, tout ce qui va se passer derrière, là, ça sera du ressort de Azure, mais sur, hein, les indications que vous aurez données. Donc, il va déterminer tout ce qui est comme performance ou bien caractéristique dont votre application aura besoin pour fonctionner. Voilà. Donc, si votre application a besoin, par exemple, d'un environnement Linux ou bien un environnement Microsoft, votre application va être développée peut-être en Java ou bien, je ne sais pas, un autre langage là, PHP. En tout cas, vous indiquez. Et lui, en fonction des indications que vous allez donner, lui va préparer l'environnement qui va accueillir votre application. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi là-bas, c'est que c'est très facile de faire varier. Et de la manière, on a vu le scaling là. Voilà. Là-bas aussi, tu peux choisir un modèle. Si ça ne t'arrange pas, tu peux venir modifier le modèle sans problème. Paramétrer également le scaling aussi. Voilà. Et quand on crée un app service plan, on peut faire fonctionner à l'intérieur de cet app service plan plusieurs applications web. Voilà, donc un app service plan ne sert pas seulement pour une seule application. Si vous voulez, comme je l'ai dit, je reviens encore là-dessus, l'app service plan va déterminer les éléments dont va avoir besoin votre application pour pouvoir fonctionner. Voilà. Donc, on a plusieurs types de app service plan. Donc, chaque app service plan, sinon chaque type aura son SKU. Bon, je reviens encore sur le fameux mot SKU. Le SKU ici détermine les caractéristiques d'un service. Donc, vous aurez le plan gratuit avec ses caractéristiques, le plan partagé de base, standard, premium et isolé. Voilà, donc, gratuit, comme son nom l'indique, vous ne payez rien, c'est dans les souscriptions gratuites. Et une fois que vous avez ce plan-là, vous pouvez faire passer jusqu'à 10 applications, hein, applications web, applications mobiles ou des API. Et chaque application aura un espace de stockage de 1 giga. Voilà. Échelle automatique, c'est le scaling, donc pas de mise à l'échelle, pas de deployment slot. Et puis, c'est une seule instance. On ne peut pas augmenter le nombre d'instances. Alors, la partie partagée pour les environnements de développement et de tests, c'est-à-dire que ton application va tourner sur une VM qui est partagée avec d'autres applications. Là, ton app service plan peut prendre jusqu'à 100 applications web ou mobiles ou API. De même, chaque application aura un espace de 1 giga. Mais là où ça devient intéressant, à partir de deux bases, on peut l'utiliser aussi pour les environnements de développement et de tests. Alors, cette fois-ci dédié un nombre illimité d'applications, hein, que ce App Service Plan peut porter, 10 gigas pour chaque application, sinon, voilà, pour chaque application. Et le nombre d'instances maximales, c'est 3. Bon, jusque-là, ça va.
Je ne vais pas citer tout, mais je vais prendre par exemple le Premium. Le Premium nous donne un nombre illimité d'applications qu'il peut supporter. Et pour chaque application, 250 Go d'espace 10. Il peut faire la mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer le scaling. Et pour le Premium, on a emplacement de déploiement 20. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, la correspondance en anglais, c'est deployment slot 20 et il peut faire le scaling jusqu'à 30 instances. Alors, c'est quoi le deployment slot? Alors, je reviens encore pour ceux qui ont l'habitude de faire, par exemple, du déploiement, pardon, du développement. Quand vous créez une page web ou bien un site web, chaque fois que vous avez besoin de faire de la modification ou bien de la maintenance, avant, moi je me rappelle encore, où on tapait encore dans le HTML, il faut mettre le site dans un mode qu'on appelle mode maintenance et ça vous permettait de pouvoir, comment on appelle ça, effectuer toute la modification que vous désirez. Alors, passé cette époque-là, on a eu plein d'outils qui aidaient à la création des sites web. Mais quand tu veux faire la modification, en tout cas, soit tu retires, je ne dis pas le fichier, mais le dossier qui contient le site web, parce que dites-vous que un site web, c'est un dossier à l'intérieur duquel se trouvent des fichiers qui sont reliés entre eux par des liens hypertextes. Donc, on va retirer ce dossier-là, apporter les modifications et puis recharger. Donc, la période de modification, il y aura un temps où le site ne sera pas accessible. Voilà, ne sera pas accessible. Alors que ici, grâce au deployment slot, vous n'avez plus besoin de rendre inaccessible votre site web. Votre site web peut rester toujours accessible et en même temps, vous faites vos modifications. Et quand vous avez fini vos modifications, vous avez testé, tout est bon, vous rechargez ce que vous avez modifié et ça vient remplacer ce qui est en ligne. Et cela se passe de manière transparente pour l'utilisateur. Voilà, donc je peux être connecté sur, par exemple, bien.net, s'ils ont fait une modification, en quelques fractions de millisecondes ou bien tout au plus une seconde, lorsqu'il y a le swap, c'est-à-dire l'opération de remplacement de la version actuelle du site web avec la nouvelle version qui vient d'être modifiée ou bien développée, c'est juste un rafraîchissement de l'écran et puis voilà, la nouvelle version est disponible. Donc, pourquoi on peut avoir plusieurs, par exemple, deployment slots? C'est pour permettre à un grand nombre de développeurs de travailler sur le projet. Alors, vous savez très bien qu'il y a des organisations, des environnements où pour un projet, on a plusieurs acteurs, plusieurs développeurs. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui vont développer les bannières, il y en a qui vont travailler sur les contenus, il y en a qui vont travailler sur les entêtes, ainsi de suite. Donc, chacun aura une même version du site web, mais va travailler sur un compartiment bien particulier. Mais quand tout cela auront fini, on met tout ensemble grâce à GitHub, dont Jean-Marcel avait parlé tout à l'heure, qui est un outil, pas d'une plateforme de gestion de versions d'applications, et on aura une seule version, et c'est cette nouvelle version qu'on va avoir là, qu'on va pousser. Donc, le deployment slot est un élément très, très important. Alors, pour vous, qui êtes dans des organisations, qui chaque fois on vous dit non, on veut envoyer par exemple notre serveur, enfin, serveur d'application, bien c'est pas quoi, sur Azure ou bien sur le cloud. Ici aussi, il y a une procédure qui intervient lorsque on veut envoyer un serveur web sur Azure. Voilà. Quand vous passez par les app services, GitHub va forcément intervenir pour vous faciliter la mise en ligne de votre site. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant les app service plans. Donc,
On a la partie standard, premium, isolé. Et pour chaque type, on vous dit. Alors, pour l'isolé, quand vous souscrivez, votre application va s'exécuter alors, sur des machines virtuelles hein, qui lui sont dédiées et dans un réseau virtuel également qui lui est dédié. Mais ce n'est pas vous qui créez le réseau, ce n'est pas vous qui créez hein, la VM ou bien les VM. Donc, quand vous choisissez l'isolé, vous aurez un réseau virtuel qui vous est dédié et une machine virtuelle dans ce réseau hein, pour publier l'application. Le calcul dédié, c'est pour des bases standards et puis premium. Chaque application va être exécutée sur une machine virtuelle qui lui est dédiée. Mais ici, le réseau n'est pas dédié. Alors, pour le partager, c'est-à-dire que gratuit et autres, l'application va s'exécuter sur une machine virtuelle hein, sur laquelle on peut trouver aussi d'autres applications. Voilà. Donc, quand vous devez faire le choix, vous devez tenir compte de ça. Est-ce que vous voulez que votre application s'exécute dans un réseau qui lui est dédié, sur une VM qui lui est dédiée, ou bien sur une VM qui lui est dédiée, sans pour autant que le réseau soit dédié, ainsi de suite. Voilà. Donc, avec les App Service Plan, on peut faire aussi le scale, hein, la mise à l'échelle dont je vous ai parlé. Donc, en fonction du type de App Service Plan que tu auras choisi, tu as un nombre maximum d'instances que tu peux avoir. On a vu tout à l'heure que ceux qui sont dans le gratuit partagé, on ne peut pas faire de mise à l'échelle. Hein? Ceux qui sont dans des bases, on ne peut pas faire de mise à l'échelle, mais ils peuvent avoir qu'à 3 instances. Et à partir des standards, on peut faire des mises à l'échelle. Ça va de 10 jusqu'à 100. Voilà. Donc, on a le scale-up. Hein? Et puis, on a le scale-out. Le scale-up, c'est augmenter les capacités hein, des ressources présentes sans pourtant augmenter le nombre d'instances. Le scale-out, là, on augmente le nombre d'instances. Il y a une différence. C'est comme par exemple, je prends mon PC qui a 4 Go de RAM et puis 250 Go de disque dur. Quand je fais passer le même PC hein, de 4 Go à 8 Go de RAM et de 250 Go d'espace dit à 1 Tera, je fais ce qu'on appelle du scale-up. Mais le scale-out, c'est quand je prends la même VM ou bien la même machine et j'ai son comme ça plusieurs fois. Voilà, c'est ça qui est le scale-up. On a plusieurs instances. Voilà. Donc, pour configurer la mise à l'échelle, comme on l'a vu, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous indiquez le nombre minimum, le nombre maximum et le par défaut. Voilà. Et puis, vous indiquez les conditions à partir desquelles le scale-out va se déclencher. L'exemple qu'on avait vu la dernière fois, on avait placé, si vous voulez, l'indicateur sur la consommation du processeur. Mais tout dépend de vous. Hein. Puisqu'on a vu que on a plusieurs types, sinon catégories de VM. Il y a des VM où c'est la mémoire qui est plus élevée. Il y a des VM où c'est le processeur qui est plus élevé. Il y a des VM où il y a un équilibre entre le processeur et la mémoire. Il y a des VM qui ont une grande capacité en termes de calcul scientifique. Il y a des VM qui ont une très grande capacité pour gérer tout ce qui est game et vidéo. Donc, en fonction du type de VM que vous aurez choisi, vous pouvez placer la métrique que vous voulez. La métrique, ce n'est pas forcément le processeur comme on a vu lors des séances passées, mais bon, on utilise le processeur souvent parce qu'on se dit que bon, c'est la ressource la plus critique. Voilà. Si le processeur est surchargé, ça va se planter. Mais on peut utiliser aussi la mémoire. Voilà. On peut utiliser aussi la mémoire. Alors, comment on va configurer les app services? Alors, je reviens encore. Une app service n'est rien d'autre qu'un site web. Voilà. Donc, si par exemple, le site web a été développé en .NET, Java, PHP, Node.js, puis quoi, Python, HTML,
tout ce que vous voulez. Hein. Ici, le nombre de langages qui est cité là, c'est juste pour illustrer. Sinon, il y a plein de langages de développement. Donc, il faut indiquer avec quel langage ton site web sera créé ou bien développé. C'est très important. Voilà. Et c'est en fonction de ça que le App Service Plan va être préparé. Voilà. Donc, ici, comment on crée une instance App Service? Si vous voulez, comment on crée un site web? Voilà. Vous voyez que c'est simple, hein? Voilà. C'est-à-dire que tu donnes juste quelques indications. Au bout de 1, 2 minutes, ton site web est disponible. Voilà. Je vais faire juste un petit exemple pour vous montrer. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ton site web là doit avoir un nom qui est unique. Voilà. C'est vrai que nous sommes sur Azure, c'est un environnement très vaste, mais ton app service doit avoir un nom qui est unique. Et quand vous créez les sites web sur Azure, le domaine qui est utilisé, c'est azurewebsite.net, le domaine par défaut. Hein. C'est la même chose comme quand vous créez les tenants. Le domaine qui est utilisé, c'est onmicrosoft.com. Mais n'empêche on peut toujours personnaliser le domaine, hein, comme on l'a vu les autres fois. Donc, tu peux personnaliser le domaine pour que désormais, au lieu que ce soit par exemple Zedia, hein, .azurewebsite.net, on ait par exemple zedia.com. Pourquoi pas? Voilà. Donc, pour créer le site web, c'est simple. Vous donnez son nom, vous indiquez de quelle manière ça sera publié. Est-ce que ça sera publié sur la base d'un code qui va être développé ou bien sur un conteneur Docker ou bien une application web statique comme avant. Voilà. Donc, vous choisissez si c'est le code, vous choisissez, vous devez choisir le système d'exploitation, comme je l'ai dit, hein, Linux ou bien Windows. Et puis, ici, vous indiquez l'App Service Plan qui va porter votre application. C'est très important. Donc, c'est l'App Service Plan qui va déterminer, tout à l'heure, on a vu, si l'application peut avoir des instances de plus, si l'application peut avoir, par exemple, 1 giga d'espace 10 ou bien 10 gigas d'espace 10, c'est l'App Service Plan également qui va déterminer si on peut faire du scaling. C'est l'App Service Plan qui va déterminer également si on peut avoir droit à des deployment slots. C'est l'App Service Plan qui va déterminer si votre application va être sur une VM qui sera partagée avec d'autres applications ou bien sur une VM qui lui sera dédiée ou bien dans un réseau également qui lui sera dédié. Donc, on crée l'App Service Plan et lorsqu'on est en train de créer l'application, on indique l'App Service Plan qui va porter notre application. Parce que ce sont les caractéristiques qu'on aura définies dans l'App Service Plan qui vont s'appliquer à notre application qu'on est en train de créer maintenant. Voilà. Et puis, voilà. Alors, redondance de zone. Voilà. Quelqu'un m'avait posé la question, les régions, les zones. Bon, voilà. Donc, quand vous activez la redondance de zone, ça veut dire que votre application va être, je ne dirais pas dupliquée, mais répliquée dans les autres zones, hein, de votre région. Donc, si dans votre région, vous avez 3 data centers, et comme on l'a vu, dans chaque data center physique, on a une zone de disponibilité qui est constituée de 2 data centers virtuels. Donc ici, quand vous activez la redondance de zone, donc votre application va être présente dans les 3 data centers de votre région. Voilà. Cela veut dire que derrière, il va falloir mettre en place un certain nombre d'éléments, comme par exemple un load balancer, pour prendre en charge les 3 instances. Parlant du deployment slot, donc ici, l'exemple, ici, on a 2 développeurs qui travaillent sur une même application. Quand ils ont fini de développer, ils vont chacun, GitHub gère les versions de développement. Donc, chacun va envoyer sa version
Cela veut dire qu'ils ont un espace de projet en commun sur GitHub et dans cet espace, on a la même application avec plusieurs versions. Donc, on va compiler pour avoir une seule version et on va tester. Une fois que c'est testé et que c'est bon, ça nous plaît, on va faire ce qu'on appelle l'échange. L'échange ici, en anglais, c'est swap. Donc, le swap, ça veut dire que je prends la version qui a été testée, je l'envoie en production et je récupère la version qui était en production pour l'envoyer dans le staging. Voilà. Et on peut faire, vous voyez que la flèche va dans les deux sens. Donc, on peut faire aller-retour jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Donc, si vous envoyez la version actuelle pour aller remplacer celle qui est en production, et peut-être quelques instants après, on vous signale qu'il y a des bugs ou bien des choses qui ne tournent pas bien dedans, vous pouvez toujours récupérer et puis ramener celle qui était là avant, le temps d'aller retravailler. Quand vous êtes prêt, vous venez, vous recharger encore. Voilà. Et tout ça de manière transparente, sans aucune interruption. Donc, voici l'avantage du deployment slot. Voilà. Donc, si vous êtes sur un projet, vous pouvez demander est-ce qu'on a droit à des deployment slots, machin. Bon, mais c'est à vous, hein, en tant qu'expert, d'expliquer que, bon, si on veut avoir droit à des deployment slots pour permettre aux développeurs de travailler de manière indépendante sur la même version de l'application, on doit forcément passer par le pass à travers une app service plan. Sinon, si vous ne passez pas par là-bas, que vous partez vous-même créer vos VM comme on a l'habitude de le faire, et puis vouloir charger votre application, bon, c'est comme si vous continuez à fonctionner à l'ancienne, il n'y a pas de nouveauté. Maintenant, pour le deployment slot, on peut indiquer quelle est la version de l'application qu'on veut avoir. Voilà, donc, ici, ils ont mis le nom pré-production. Bon, pour dire que ce n'est pas encore en production. Et puis, pour le clonage des paramètres, soit on clone les paramètres, on ne clone pas les paramètres. Donc, si vous mettez ne pas cloner les paramètres, donc, il va vous fournir une application où les paramètres n'ont pas été clonés. Maintenant, si vous indiquez le nom, ici, ils ont mis App Service 009. Donc, ça veut dire que vous voulez l'application dans son entièreté. Donc, il va cloner l'application avec tous les paramètres. Voilà. Une autre chose aussi, c'est que quand vous êtes en train de créer votre app service, c'est-à-dire que votre site web sur Azure, vous avez la possibilité de conditionner l'accès. Vous savez aussi que sur Internet, on a des sites où vous vous connectez, on vous demande de fournir un login. Voilà. Donc ici, grâce à la fédération, Microsoft peut vous demander, sinon Azure peut vous demander de fournir une identité, soit de Twitter, de Google, de Facebook, ou bien de Microsoft, pour pouvoir vous connecter au site web. Vous pouvez également indiquer que l'accès au site web est obligatoire en passant par HTTPS. Voilà. Donc, il y a bien d'autres conditions comme ça que vous pouvez fournir pour sécuriser votre site web. Donc, tout à l'heure, je vous disais que quand on crée un site web dans Azure, le domaine par défaut, c'est azurewebsite.net. Maintenant, quand vous voulez changer, si vous voulez personnaliser en utilisant vous-même votre propre nom de domaine, voilà, vous partez sur les paramètres de l'application, vous mettez domaine personnalisé et il va vous demander d'indiquer votre nom de domaine avec des conditions, bien sûr, qu'il va vous fournir pour pouvoir vérifier l'authenticité de ce nom de domaine avant de pouvoir personnaliser. Voilà. Et quand vous finissez de créer un site web, sinon une app service, la consigne, c'est de paramétrer la sauvegarde. Voilà. Pour que demain, s'il y a un souci, on puisse récupérer rapidement votre application, sinon votre site web que vous avez créé.
Alors, donc très rapidement, avant de venir au conteneur, je vais vous montrer rapidement, par exemple, comment on crée une app service plan, comment on crée un site web. Non, si j'ai encore du crédit. Hein. Vous êtes là, hein, j'espère. Ouais, je ne vous entends pas. Hein. On est là, on suit. Hein. Ah, ok. Dominique est là, Nano. Ok. Bon. C'est pas compliqué, hein, mais il faut au moins le faire pour être habitué et puis voilà, pouvoir expliquer. Comme je l'ai dit, le plus important pour vous, c'est pas que vous-même vous mettiez la main pour faire, mais que vous soyez à même d'expliquer, de présenter au top management. Parce qu'en général, ils vont dire, bon, comme c'est Azure, machin, est-ce qu'on ne peut pas prendre un prestataire? Mais il faut que vous soyez là, hein, pour dire, voilà la solution qu'on doit utiliser, voilà telle chose, telle chose. Alors, donc, une app service plan. Bon, moi, j'ai organisé un peu mon portail, hein, donc j'ai mis des choses en favori. Donc, voilà, App Service Plan. Alors, une chose aussi, c'est que quand vous êtes sur le portail, tout ce que vous voulez faire, hein, là, je viens de choisir App Service Plan. Voilà. Vous avez la possibilité, il y a toujours de la documentation là-dessus. Hein, donc, vous pouvez learn more about App Service Plan et même si vous ne savez rien avant, si vous avez le courage de venir lire, ça va vous aider, ça va vous guider. Voilà. Donc, App Service Plan. Donc, on va créer une App Service Plan. Tout à l'heure, on a vu les types hein, de App Service Plan. Donc, on va créer un. Donc, ici, ma souscription, c'est ma plateforme MSDN. La ressource groupe. Alors, vous voyez un peu, si vous voulez, la démarche. Toutes les ressources que vous devez créer dans Azure, la création commence toujours par l'indication de la souscription et le groupe de ressources auquel la ressource que vous êtes en train de créer doit appartenir. Voilà. Bon. Je fais ça. Le nom. Je vais mettre, comme je l'ai dit, Zedia. Le nom doit être unique. OK, donc il a accepté. La région, c'est l'Est des États-Unis. L'operating system. Bon, moi, j'ai choisi par exemple Microsoft. Donc, ça veut dire que mon app service plan va tourner dans Microsoft. Pricing tiers. Voilà. Alors, le pricing tiers ici détermine le type d'environnement ou bien d'option de calcul que vous souhaitez pour votre application. Bon, ça ressemble un peu au type de VM qu'on choisissait lors de la création des VM, mais ici, ce n'est pas des VM. Voilà, c'est juste, c'est comme, par exemple, tu dis à Microsoft, bon, moi, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais pour que mon application tourne, j'ai besoin, par exemple, ici, ils ont mis, j'ai besoin de 1,775 Go de mémoire et de 1 vCPU. Donc, Azure va s'arranger. Si ça peut rester sur une seule VM, pas de souci. Si c'est des ressources du même VM qui seront partagées avec d'autres, mais en tout cas, toi, tu t'en fous de ce qui se passe derrière. Mais n'oubliez pas, vous avez vu devant, ils ont mis quoi? Standard. Je reviens sur le coup. On a vu tout à l'heure que les plans standards, c'est pourquoi. Voilà. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Standard,
Alors, on dit de base, standard, premium, exécuter des applications dans le même plan que des machines virtuelles Azure dédiées. Donc, ça veut dire que moi, mon application, quand j'ai choisi standard, mon application ici va tourner sur une VM qui lui est dédiée. Mais quand gratuit, ça veut dire que mon application va tourner sur une VM avec d'autres applications. Partagé, mon application va tourner également sur une VM avec d'autres applications, hein, pour partager la même VM. Basique aussi. Voilà. Donc, vous avez tout. On a le premium dont je vous parlais. Hein. Voilà. Donc, nous, on va choisir le standard. La redondance de zone dont je vous parlais, quand vous choisissez, c'est-à-dire que votre application va être disponible dans plusieurs régions. Ah, pardon, plusieurs zones. Les tags, non. Donc, on peut avancer. Donc là, je crée mon App Service Plan. Et c'est une fois que l'App Service Plan est créé qu'on va créer maintenant notre application web. L'avait. Yeah? Oui, je t'écoute. Est-ce qu'il y a possibilité, lorsqu'on finit de déployer une application, là, il y a possibilité de dire, bon, l'application que je déploie, je prends un exemple. Les développeurs ont développé peut-être une application qui est dédiée uniquement aux gens des ressources humaines ou bien aux gens de la logistique. Ouais. Est-ce que quand on déploie, je déploie l'application sur Azure, est-ce que j'ai la possibilité de dire cette application que j'ai déployée là, même quand je vais la publier là, il faut que ce sont uniquement que les gens les gens qui sont dans mon intra ID là, qui ont uniquement que l'accès. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut que les gens se connectent avec le mail et le mot de passe C'est uniquement. ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dans la partie sécurité là. Hein? Dans la partie sécurité, ici. Tac, 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 tac. Où ça est? Voilà, ici, dans la partie sécurité. Donc, tu peux activer l'authentification anonyme par défaut. C'est-à-dire que par défaut, tout le monde peut se connecter. Mais une fois que tu actives l'authentification, tu dois indiquer, hein, comme ce qui est à droite là, tu dois indiquer, soit ce sont des utilisateurs de ton intra-ID, c'est-à-dire les utilisateurs de ton organisation seulement, ou bien quelqu'un qui peut fournir un compte Microsoft, n'importe quel compte Microsoft, ou bien n'importe quel compte Facebook, ça dépend. Donc ici, effectivement, tu peux le faire. Hein? Donc ici, là, on a fini de créer notre app service que j'ai nommé, non pas l'app service plan que j'ai nommé Zedia. Maintenant, à partir de là, on va créer maintenant notre app service. App service, app service. Si vous voyez, dites-moi. Hein. Tac, tac, tac. Bon. Il faut taper dans la barre de recherche. Bon, comme j'avais mis là, je voulais aller rapidement. Ok, il est là. Ok, donc ici, l'app service, c'est l'application web ou bien le site web. Donc, on va faire nouveau. Donc, comme on l'a vu, on a les sites web simples, les sites web statiques, les sites web avec une base de données, et puis tout ce qui est WordPress, hein, en app service. Donc, nous allons prendre un site web ordinaire. Excusez-moi. OK. Donc, toujours, on indique la souscription, notre ressource groupe. Alors, le nom de notre application. Vous voyez qu'ils ont déjà mis le domaine azurewebsite.net. Donc, M. Zedia, donnez-moi un exemple. Comme j'ai déjà mis ton nom pour l'app service plan.
Un nom de truc, non? Des sites web, X. Donc, hein? Zeus. Z-E-U-S. Hein? Tu es dangereux, mon gars. Donc, on dit ça existe déjà. Donc, je mets... Faut prendre G-O-R-E. Ça existe déjà, je pense. Bon, bon, Non, faut prendre 2 G. Faut prendre G-O... Non, G-O-O. G-O-O-R-E. Ok, c'est bon. Donc, on a gore.azurewebsite.net. La publication par code, c'est-à-dire que vous allez développer le runtime stack. Bon. C'est en quel langage, M. Zedia? Ton site web sera dans quel langage? Il y a .NET, il y a Java. Java? Java combien? 8. Ok. Dans quel environnement? Microsoft, je suppose. Oui. Ok. La région, c'est toujours la même, États-Unis Est. Vous voyez que automatiquement, il a mis quoi? Hein? Windows Plan. Ouais. Zedia qu'on a créé. Plan. Voilà. Donc, vous vous rappelez, non? Le Zedia, là, Ouais, on a dit que la RAM fait 1,75 et puis un vCPU. Voilà ça qui est écrit là. C'est bon? Mais on peut toujours créer d'autres ou bien changer hein, si on veut. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de database. Alors, le deployment, tout à l'heure, on a dit par code. Sinon, si on devait utiliser, comment on appelle ça? Sorry. On pourrait aussi passer par GitHub. Voilà. Donc, je vous montre tout ça pour que le jour où vous aurez un projet chez vous, si les gens ne viennent pas vous blaguer. Alors, le networking. Ici, Enable Public Access. C'est-à-dire que partout où on se trouve, on doit pouvoir accéder au site. Ouais, ça c'est bon. Network injection, no. Pour ne pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Monitor and secure. Alors, application inside. Bon, ça, on peut laisser ça. Microsoft. Bon, donc on fait un review. On va create. Alors, vous voyez ici, download a template for automation. Donc, je peux télécharger hein, le template pour demain l'utiliser pour autre chose. Donc, le template sera forcément en quoi? JSON, voilà ça qui est là. Le site web qu'on est en train de créer là, voilà ça qui est là. Bon. Là, il n'a pas encore fini. Deployment progress. Quand il va finir, on va pouvoir accéder à notre site web. Alors bon, là, c'est avec les explications. Hein. Sinon, pour créer là, en 1 minute, tu as fini de créer. Voilà. C'est un peu comme tu crées un site web, mais qui est vide. Il n'y a rien dedans. Et puis après, tu vas charger. Comme tout à l'heure, M. Zédé a dit, lui, il va développer en Java 8, environnement Microsoft. OK. Donc, dès qu'on va finir, on va te donner la main et puis tu vas charger. Si tu as déjà un exemple là. Alors, ça met juste quelques petits temps. Hein. Donc, patientez. Alors, dès qu'on finit ça, on va voir hein, les conteneurs. C'est quelque chose de très, très intéressant aussi. Voilà. OK. Your deployment is complete. Go to resource. Donc là, voici, on a créé notre site web qu'on appelle gore.azurewebsite.net.
.net. Donc, je vais copier le lien pour vous donner et depuis votre machine, vous allez ouvrir un onglet sur votre navigateur et puis vous allez pouvoir accéder. Alors, bon, en attendant que ça charge, bon, qui finisse d'abord. Je voulais vous montrer la partie sauvegarde. OK. Donc, il a fini. Voici notre site web là qui est là. Donc, je copie et là, je mets dans le groupe. Voilà. Donc, si vous êtes dans Google, vous ouvrez une fenêtre, vous lancez. Bon, moi aussi, de mon côté, je vais lancer aussi pour voir à quoi ça ressemble. Ça doit marcher, hein, les gars. Si ça ne marche pas, on va chercher le sorcier. Qui a déjà ouvert chez lui? J'ai ouvert chez moi, c'est en train de charger. Bon. Ça, c'est un problème d'Internet maintenant. OK. Bon, chez moi, c'est bon, hein. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Chez moi, c'est ouvert. Hein. Est-ce que c'est ouvert chez vous aussi? Oui, chez moi, c'est bon. OK. Qui n'a pas encore ouvert? Ange, Non, c'est ouvert chez moi, c'est bon. Dominique, Nano, OK. Donc, ici aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert. Bon, voilà. On dit, hey, Java développeur. Pourquoi ils ont mis Java développeur, selon vous? Si vous vous rappelez. Hmm? Tu dis quoi? Pourquoi il a mis salut Java développeur? Puisqu'on avait spécifié. On avait dit. Voilà, on avait dit que le site web sera en Java. Java. OK. Et actuellement, on n'a pas encore uploadé, comment on appelle ça, tous nos Le- sites, au fait. voilà, Disons, les codes. le contenu, voilà, le code qu'on va créer. Donc, on dit your app service is up and running. Time to take the next step and deploy your code. Donc, le next step ici, c'est de déployer le code. Maintenant, on a deux cas. On a deux cas. Soit ton code est déjà prêt et puis tu vas dans le deployment center. Alors, le deployment center va nous ramener dans Azure pour pouvoir déployer notre code. Ou bien, tu n'as pas encore de code et tu viens sur Quick Start. Microsoft va te montrer comment on peut créer un code en Java. Comme toi, c'est Java tu veux. Donc, si je clique sur Quick Start, il va nous rediriger vers Microsoft Learn, hein, sur une base de connaissances qui montre, voilà, on dit Quick Start, create a Java app on Azure App Service. Voilà, donc use Azure Cloud Shell, machin, tout ça, tout est là. Pas compliqué, hein? Monsieur, qui là? Ange. Ange. Hmm. Ange, ouvre ton micro.
Bon, il n'est pas là. Donc, vous voyez que vous avez toutes les ressources. Mais là, je vous demande d'être un peu courageux. Hein, ne soyez pas paresseux. Donc, quand on clique sur la partie chargée, il nous ramène dans Azure pour pouvoir charger. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer concernant App Service Plan et App. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant qu'on aborde la partie conteneur? Est-ce qu'il y a des questions? Non, je suppose que ça va, hein, puisqu'il n'y a pas de questions. Donc, concernant les conteneurs, un conteneur, c'est quoi? Si quelqu'un peut nous aider à aller rapidement. Un conteneur, c'est quoi? Nano. Nano, un conteneur, c'est quoi? Nano, un conteneur, c'est quoi? Bon, Dominique. Allô, Dominique? Allô, oui. Oui, un conteneur, vas-y, comme ils ne veulent pas répondre. Bon, un conteneur, ça représente en fait une autre forme de virtualisation par rapport à la virtualisation traditionnelle qu'on connaît. Donc, au niveau des conteneurs, lui, c'est le système d'exploitation qu'on virtualise. Bon, sinon, pour être plus précis, ce sont des éléments du système d'exploitation qu'on va virtualiser, ce qui va le rendre beaucoup plus léger, beaucoup plus simple à déployer. Et il va permettre aussi de faire des isolations d'applications, des isolations de services, voilà, en étant aussi plus tolérant aux pannes. C'est ça. Et puis une rapidité de déploiement. Voilà. Donc, comme lui, il communique directement avec le système d'exploitation, il n'y a pas d'hyperviseur, il n'y a pas d'émulation du matériel. Donc, il sera plus rapide et plus facile à déployer. Voilà. Et puis, un conteneur peut abriter plusieurs instances d'une même application. Ah, ça aussi, c'est la nouveauté. Si vous prenez une VM, vous ne pouvez pas installer une application 2 fois. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Alors que dans le conteneur, on peut avoir plusieurs instances de la même application, hein, pour permettre à un nombre de personnes plus élevé de pouvoir se connecter ou bien pour augmenter la redondance au cas où une instance de l'application venait à être en difficulté. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on nous met le tableau, sinon la figure, pour montrer la différence entre la virtualisation traditionnelle par un hyperviseur qui est à droite, où il faut créer une machine virtuelle, installer l'OS, ensuite, après, installer l'application. Et à gauche, nous avons la nouvelle forme de virtualisation à travers les conteneurs où on n'a plus besoin d'hyperviseur. On a juste besoin d'un gestionnaire de conteneurs. Ici, l'exemple, c'est Docker, qui va s'appuyer sur le système d'exploitation. Et donc, il va récupérer, sinon virtualiser juste les éléments, hein, les plus importants dont une application a besoin de tourner. Donc, on aura les librairies et puis tout ce qui est code. Et sur cette base, il va créer les conteneurs. Voilà. Donc, quand on vous parle de virtualisation, ne voyez pas seulement machine virtuelle. Voilà. Même Azure que vous voyez là, c'est une autre dimension de virtualisation.
Il y a aussi ce qu'on appelle la virtualisation imbriquée, c'est-à-dire que virtualisation dans virtualisation. Donc, bon, je vous dis tout ça pour vous dire que vous êtes des experts désormais. Quand vous entendez virtualisation, posez bien la question à la personne, c'est de quel type de virtualisation vous parlez. Parce que si c'est machine virtuelle où on choisit mémoire 18, ça, je peux dire que c'est la maternelle de la virtualisation. Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres niveaux. Hein? On vient de parler des conteneurs, la virtualisation du réseau, virtualisation du système d'exploitation. Voilà, on peut virtualiser presque tout. Bon, sauf l'homme, bien sûr. Voilà. Donc, comment les conteneurs fonctionnent avec Docker? Donc, comme tout à l'heure, je l'ai dit, la virtualisation par les conteneurs va virtualiser certains éléments du système d'exploitation. Donc, c'est comme si je prenais Windows Server 2022. Quand je le virtualise, ça devient Windows Server 2022 avec les éléments que j'ai cités tout à l'heure pour prendre en charge une application. Donc, du coup, on n'aura plus le même Windows Server 2022 complet, hein, avec 8 gigas ou bien, c'est pas moi, 10 gigas que les gens installent sur les serveurs. Non, mais on aura une image beaucoup miniaturisée, très petite, très légère, au point où, sur une même machine, on peut avoir des centaines de conteneurs. Voilà. C'est un peu ça. Donc, Docker a deux grandes parties. On a le Docker Hub, qui est, si vous voulez, une plateforme, je crois, cloud ou bien sur le web, où vous partez pour récupérer les images des systèmes d'exploitation que vous avez utilisés. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de Windows Server 2022. Donc, si vous voulez télécharger une image conteneur de Windows Server 2022, ça ne sera pas 8 gigas ou bien 10 gigas, mais ça sera juste peut-être 1 giga ou 2 gigas ou bien peut-être moins. Donc, vous téléchargez dans un répertoire, si votre machine on-prem ou Docker installé, et quand vous devez créer un conteneur, on va vous demander, vous créez le conteneur sur la base de quelle image? Et vous partez choisir l'image que vous voulez et Docker va créer le conteneur avec cette image. C'est comme ça que ça marche. Donc ici, c'est la même chose. Mais ici, c'est qu'on est sur Azure. On parle de Azure Container Instance. Lui aussi qui permet de pouvoir créer des conteneurs avec des images. Voilà. Donc, on dit une image conteneur, c'est quoi? Un package exécutable, léger, autonome, voilà, qui encapsule tout ce qui est nécessaire pour exécuter une application. Voilà. Donc, vous générez l'image que vous envoyez à comment on appelle ça, au repository, et on se base sur ça pour créer les conteneurs. Voilà. Et quand vous créez les conteneurs sont dans le niveau PaaS, comme je l'ai dit au début de ce cours, plateforme as a service, donc une grande capacité d'automatisation. Vous remarquez sur l'image qui est là que le conteneur est un élément d'une VM qui elle-même appartient à un réseau. Tout ça dans Azure. Et le conteneur, malgré qu'il est sur une VM, dans un réseau, peut aller sur Internet. Voilà. Puisque le conteneur ici, c'est lui qui va contenir notre application web. Donc, il a la possibilité d'avoir une connexion en 80 ou 80-80 pour que le monde extérieur puisse accéder à l'application. Voilà. Donc, le fait qu'il soit léger permet qu'il démarre très rapidement. Et puis, si vous voulez, une orchestration aussi. Voilà. Donc, on peut programmer de manière automatique la création des conteneurs. Une connectivité publique, bon, fonctionnalité d'isolation. On peut personnaliser aussi les tailles. Hein, tous les conteneurs n'ont pas forcément les mêmes tailles. Le stockage persistant, c'est-à-dire que malgré que c'est un conteneur,
on peut autoriser que ce conteneur-là ait accès à un stockage. Ça peut être par exemple un disque virtuel partagé. Voilà, ça dépend. Les conteneurs existent en version Windows et Linux. On peut planifier. Pour planifier, déploiement d'un réseau virtuel. Alors, le fait que sur une machine virtuelle, on peut avoir plusieurs conteneurs, peut donner droit à ce que peut-être on a déjà vu, mais on n'a pas prêté attention, à plusieurs versions d'une même application. Donc, une application peut avoir une version publique, mais c'est Zedia, selon ta question que tu as posée. Une application peut avoir une version grand public et une version privée. Donc, par exemple, la version grand public, l'accès, c'est en 80 ou 80-80. Donc, il y a des conteneurs qui sont là pour la version publique. Donc, quand une requête vient et qu'on voit que le protocole utilisé, c'est du 80, c'est du HTTP port 80, automatiquement, la requête est redirigée vers le conteneur où le contenu est destiné au grand public. Mais quand la requête vient avec un numéro de port de 1.433 ou bien même du 443 en HTTPS, on peut rediriger, sinon on redirige la requête vers les conteneurs chargés de la version privée. Voilà. Donc, on a aussi la possibilité de faire ça, les conteneurs. Alors, on a Azure Container Apps. Donc, c'est une alternative à Kubernetes parce qu'au départ, Azure, sinon Microsoft n'avait pas encore la maîtrise de la gestion des conteneurs. Donc, il s'était basé sur l'utilisation de Kubernetes. Kubernetes, c'est une solution, comme je l'ai dit, open source, mais Azure l'avait intégré. Mais avec le temps, Azure même a développé des solutions aléatoires pour pouvoir, je peux dire, remplacer Kubernetes. Donc, Azure Container Apps va remplacer Kubernetes et va gérer ce qu'on appelle l'orchestration. L'orchestration, c'est le provisioning automatique de nos conteneurs selon nos besoins autant qu'on va indiquer. Voilà. Donc, il va créer une limite de sécurité autour des applications et des travaux, bien sûr. Donc, on va, bon, je peux parler de baliser. Donc, on peut dire, par exemple, si on a un projet qui va contenir, par exemple, 10 applications, et puis chaque application va être présente sur 10 conteneurs. Donc, ça nous fait au total 100 conteneurs. Pour l'application A, voici les dimensions du conteneur. L'application B, les dimensions du conteneur. On a besoin que les conteneurs soient disponibles à partir du 5 du mois. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est un manifeste, c'est un document qu'on appelle le YAML, le manifeste. Et une fois que j'ai fini de dire ça, Azure Container App, qui est l'équivalent de Kubernetes, ou bien Kubernetes si vous voulez, va se baser là-dessus pour faire l'orchestration. Voilà. Donc, en dehors de ce que j'ai prévu, rien d'autre ne peut se faire. Voilà, à moins que moi, je vienne changer. Ça peut aller. On peut aussi, à travers Azure Container Apps, gérer les mises à l'échelle. Voilà. Donc, je peux dire, bon, si par exemple pour l'application A, le nombre de demandes ou bien la charge a atteint tant, il faut augmenter le nombre de conteneurs, passer de 10 peut-être à 20, ou bien de 10 à 30, ou bien de 10 à 40, ainsi de suite. Donc, on peut faire également la mise à l'échelle avec les conteneurs. Voilà. Alors, les solutions de gestion de conteneurs entre Azure Container Apps et Kubernetes. Bon, quel est le plus avantageux? Bon, je vais vous laisser lire le tableau, mais sachez que le fait d'utiliser une solution Microsoft dans Azure
la facturation sera moindre par rapport à Kubernetes. Ça, c'est d'abord le premier élément. Deuxième élément, c'est une solution Microsoft. Et vous êtes dans un environnement Microsoft. Donc, ça passe. C'est plus facile. Voilà. Complètement managé par Azure, l'autre partiellement managé par Azure. Experience Pass offre davantage de contrôle de personnalisation. Mise à l'échelle rapide. Application complexe. Bon, donc, Kubernetes est très puissant. Mais si vous êtes dans l'environnement Azure, on vous conseille d'utiliser Azure Container App. Voilà. C'est encore plus simple, si vous voulez. Maintenant, si vous avez une très grande expérience dans l'environnement open source, vous pouvez utiliser Kubernetes. Voilà. Mais ça vous reviendra un peu plus cher. C'est comme si Azure payait sur Kubernetes et Azure vous revendait. Donc, il est mieux d'utiliser directement Azure Container App. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? Si quelque chose n'est pas juste, ou bien si j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas bien compris, alors je suis à votre disposition avant de passer la parole à Dominique pour continuer. Je vous écoute.